qu'on a d'abord signé des clients sur notre première idée. On leur a dit, les gars, on vous facturera plus tard quand on crée la boîte. À un moment, je disais aux consultants, bon les gars, vous allez pas me dire que c'est de nouveau 40 000 balles. Donc là, ça a été une frustration qui est arrivée doucement. Un projet au début, tu commences, tu connais pas du tout le projet que tu vas faire. Plus tu avances, au plus tu vois des contraintes. C'est là où l'entrepreneur en toi doit se réveiller en se disant, ces contraintes sont des opportunités. Là, j'ai senti aussi une pression de me dire, bah il faut que ça marche maintenant, tu vois. On verra pour la suite pour les US, mais d'abord nous on veut loquer tout le marché européen. Je pense que chacun peut arriver à faire quelque chose et qu'il faut se donner une deadline. Moi, c'était par exemple mes 30 ans. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Oh oui, j'ai failli mourir 2 fois ce matin en vélo. Je remercie pas les... Putain, le pire c'est les cyclistes, c'est même pas les automobilistes à Paname. Et aujourd'hui, je reçois un Belge qui brave les frontières. Tu nous viens d'où? D'Allemagne? Comment ça se fait? Ouais, un Belge qui vient d'Allemagne. Non, ouais, du coup, moi je viens de tout près de Bruxelles. Et en effet, hier j'étais à Francfort pour un événement, puis je suis revenu à Paris pour un autre événement, quoi. Eh ben, je veux parler de ça. J'y pensais tout à l'heure. Elle ressemble à quoi tes journées, Gauthier? C'est pas le bordel tous les jours? Bah, en fait, pas tous les jours. Enfin, on va dire que tous les jours sont vachement différents. Mais c'est la vie d'une boîte. Toi, quand elle grandit, au début, tu fais un peu tout, puis tu t'occupes de personnes, puis tu as des événements. Et au fur et à mesure qu'on grandit, d'autres personnes peuvent aller à ces événements, évidemment. Parce que moi, je représente Shift. Et au début, j'étais le seul côté commercial dans la première année. Mais il y a certains événements particuliers où c'est toujours moi qui dois y aller, quoi. Et tu prends du plaisir Je prends énormément de plaisir, ouais. à faire Franchement. les events, ouais? Ouais, parce que tu rencontres des personnes. Ici, c'était pour ouvrir un nouveau marché, c'était le marché bancaire. Donc là, c'est moi qui ai dû y aller parce que voilà, c'était des grosses banques, il fallait que je sois là. Hier, c'était chez Swan, il y avait un événement où j'étais speaker. Et donc finalement, oui, il y a d'autres personnes des fois qui peuvent prendre la parole, mais souvent, c'est quand même le CEO qui va être mis devant la scène. Et puis après, on ouvre aussi différents pays. Donc je vais un peu à Amsterdam, je vais un peu à Madrid et beaucoup à Paris. Et voilà, donc ma femme et mon enfant sont contents quand je reviens. Alors, on n'avait pas prévu de parler de ta femme et tes enfants, mais on pourra en parler. Mais c'est bien, tu nous as fait un petit sommaire. Donc, clairement, on va parler d'une ambition. Spoiler, Ouais. elle est européenne, elle n'est pas Clairement. aux US. Et Ouais. ça fait plaisir. Bah oui. On va en parler. Moi, je voulais te poser cette question avant même que tu nous présentes Shift. Je crois que vous avez un peu plus de 3 ans. Donc, c'est super. En plus, on va parler du 0 to 1 qui reste, je l'espère, assez frais dans ta Ouais. tête. Bah finalement, je me sens surtout capable de parler de ça. Tu vois, ça, c'est le truc qu'on a un peu réussi. Puis maintenant, tout reste encore à faire, quoi. T'en es où là? Si on dit 0 to 1, t'es à quelle phase? Le 1 to 10 ou tu l'as déjà passé? 1,5. Ah ouais? Ok, Non. t'estimes que tu l'as dépassé, mais t'es encore Mais en fait, dans le feu, quoi. C'est toujours un peu subjectif, quoi. Parce qu'il y en a qui vont prendre ça comme un headcount, etc. Ici, c'est plutôt vraiment dans l'esprit. 0 to 1, tu construis, t'as rien. Tu dois avoir ta première offre et tes premiers clients. Je crois qu'en vrai, là, on est à Athènes. Pour être honnête, on arrive à Athènes. Et maintenant, c'est la phase plutôt de scaling où tu vas essayer d'arriver à 100. Et donc là, on est en train d'organiser cette phase. Ouais. Et on va en parler parce que souvent, je reçois beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte d'une chose, c'est que ce sont beaucoup plus des créateurs que des dirigeants. Ouais. Et il y en a qui déchantent dans cette phase de scaling. Ouais. J'ai grave envie qu'on en parle, mais avant ça, c'était la vraie question et avant que tu te présentes même. Putain, quelle intro bordélique, désolé. Ça ressemble à quoi une journée de CEO d'une startup? Je crois que vous êtes une trentaine, c'est ça? Ouais, on va arriver à 30. En fait, c'est hyper différent en fonction des jours, des événements. Donc, tu n'as vraiment jamais. Dans beaucoup de boulot, c'est comme ça. Mais particulièrement dans une petite boîte, tu n'as jamais de journée vraiment identique. On essaie de créer des habitudes. Donc, toi, la réunion du lundi, etc. etc. Mais mine de rien, on est vraiment en fonction des événements, en fonction de la période. Tu as des périodes de closing, des périodes. En septembre, ici, on était tout le temps à l'étranger, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Il n'y a vraiment aucune journée semblable. Vraiment aucune. Je dirais les journées les plus semblables, ce sont les journées où si je suis à Bruxelles et j'enchaîne des réunions Donc clients. lundi, quoi. Ouais, Le lundi est assez... Ou alors simplement enchaîner des meetings en étant à Bruxelles, tu vois. Et un Ok. meeting, je dis prospect, etc. Tout en organisant la boîte. Ça, c'est une journée, on va dire, standard. Par contre, il y a énormément d'autres journées, notamment parce que je m'occupe et des invests et un peu de marketing, des partenariats, du go-to-market à l'étranger, tu vois. On le sait, donc du coup, quand on est une trentaine, qu'en effet, on continue à gérer pas mal de tâches, Ouais. à gérer pas mal de casquettes. Déjà, est-ce que tu prends du plaisir à passer du coq à l'âne au quotidien, à passer d'un sujet à l'autre? Et surtout, tu peux me dire un petit peu, c'est quoi les sujets, soit ceux que tu as adorés dès le départ, mais aussi ceux que tu as découverts, ou Ouais. pour lesquels tu as découvert une passion peut-être? Ouais, alors du coup, moi, dans mon expérience précédente, j'étais un sales. Donc, je m'occupais justement déjà de lancement d'autres pays pour une société belge. Et donc, moi, ce qui me drive, c'était le côté sales, quoi. Donc, dès le départ, ça, c'est naturel. J'adore aller à des événements, faire de la vente. C'est vraiment, voilà, c'est mon ADN. Et ensuite, ce que j'ai dû apprendre, c'est plutôt la gestion humaine. Donc, on recrute des personnes.
au début, on se dit, c'est très bien, chacun va être autonome et avancer dans la même direction. Bah non, il faut quand même mettre une structure. Ouais, ça, tu vas mettre une structure, des objectifs. Mais quand tu mets un objectif, surtout, il faut avoir des milestones pour vérifier si on les atteint. Au début, on était un peu plus, je dirais, on était des néophytes finalement. On avait mis des objectifs sans mettre nécessairement certains milestones. Et en fait, là, ça veut dire que tu peux pas dire après un mois est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas, tu vois. Donc, c'est toutes des choses comme ça où structurer l'entreprise, c'est assez nouveau. Ce qui est normal, hein, on était first time founder. Donc, et je prends beaucoup de plaisir, mais pas assez de temps pour le faire. Et donc là, c'est vraiment le trade-off entre tu as une voiture qui a des roues carrées, tu dois les rendre rondes pour aller plus loin. Mais il faut prendre le temps de les rendre rondes, tu vois. Et en fait, c'est juste ça où, en tant que CEO encore très hands-on, il faut prendre le temps d'organiser la boîte pour qu'elle aille plus vite, plus loin. Et donc, c'est ça, je dirais, le gros challenge que j'aime bien en soi, tu vois, mais qui est changing. Je veux juste parler d'une mini parenthèse. D'ailleurs, je creuse tout le temps dans les réponses qu'on me donne. J'ai dit une question, en fait, c'en est 5 en une. On présentera Shift à la fin, quoi. Exactement. Et by the way, voilà ce qu'on fait. Non, juste après. Juste savoir, l'humain. Ouais. Déjà, est-ce que c'est la tâche la plus dure, la plus complexe que tu n'avais pas anticipée? Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es aussi capable de dire que c'est la raison qui fera qu'une entreprise marche ou pas? En tout cas, la tienne. Ouais, exact. Enfin, toute startup tech, en tout cas, la tech, c'est de l'humain, quoi. Donc, derrière, c'est des humains qui codent, c'est des humains qui ont de l'ambition, c'est des humains. Donc, c'est que ça. Et une entreprise, de manière générale, c'est que ça. C'est que des relations humaines qui font que ça marche bien et t'as un projet commun et t'avances. Donc, c'est la raison d'être de la boîte. C'est ce qui fait qu'on se lève chaque matin. Quand t'es au tout début, tu dois vendre à des clients, à des investisseurs, mais au tout début, tes premiers employés, tu dois leur vendre aussi le projet, quoi. Quand t'es pas connu, personne vient postuler chez toi. Donc, tu vas les démarcher, tu dois les convaincre que ta petite boîte dans un placard à balai, tu vois, que tu peux les convaincre que tu as en fait une grande ambition et qu'il faut nous rejoindre. En fait, tu vends aussi aux premiers employés et puis après, il faut structurer derrière. Mais finalement, tout est humain. Et donc, le seul truc, c'est qu'en effet, quand tu grandis, tu as plein de petites frictions qui peuvent arriver sur une personne ou l'autre parce que voilà, il y a des, je sais pas moi, des relations avec ou des attentes de l'un qui n'ont pas été accomplies. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pouvoir à un moment prendre le temps pour chaque personne. Parce que tu vois l'organisation comme un grand truc, mais en fait, c'est chaque personne doit être prise en considération, doit se sentir. Il faut qu'il y ait de la transparence dans toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise. Il faut qu'elle soit évidemment responsabilisée. Mais donc, en fait, nous, notre but, c'est que chaque personne soit un moteur et que moi, je sois là en soutien de chacune des personnes, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est la vision que j'ai on va dire, des managers ou des gens qui sont plus dans les positions de leader. C'est un soutien pour que les gens grandissent. Donc, mettre les fondations. Okay. Parce qu'au final, tu les aides. Si tu veux pas avoir un problème, il te revient quelques mois, quelques semaines plus tard à la gueule. Ok. Allez, qu'est-ce que Shift? Allez, reprenons l'intro. Comment vas-tu, Gauthier? Qui es-tu? Du coup, Shift, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider des éditeurs de logiciels, surtout, donc ce qu'on appelle des B2B SaaS, des fintech, des néobanques, à s'intégrer à d'autres logiciels. Et ces logiciels-là, ceux qu'on intègre, ce sont tous les logiciels financiers des PME. Donc, quand on dit ça, c'est de l'e-commerce, des caisses, de la compta, de la facturation. Donc, chaque PME, en fonction de son secteur, un restaurant, ce sera une caisse. Il y a un outil, une PME plus standard sera un outil de facturation. Un marché en ligne, c'est Shopify ou PrestaShop en e-commerce. Et toute société a une compta. Donc nous, on va aider par exemple un outil de compta à prendre les données de tous ces outils de gestion ou des outils de gestion à les pousser en compta. Et le truc, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que si je prends par exemple la comptabilité, en France, tu as 10 acteurs de compta, en Belgique, tu en as 10, aux Pays-Bas, tu en as 10. Et donc si tu as un peu d'ambition pour ta fintech, tu te dis, très bien, moi je fais tout ça, je fais des factures, tout ce que tu veux. À la fin, je dois pousser en comptabilité pour aller au bout du flux. Je dois faire 10 intégrations en France, mais si je vais en Belgique, je recommence. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on fait en fait une porte d'entrée unique pour tous les logiciels d'une même famille. C'est normaliser des API? Ça s'appelle une API unifiée. Ouais. Presque. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Unifié, normalisé. Ok. Alors déjà, je te le dis. Attention, parce que tu nous fais des gestes des bras. Et si je revois mes rushs tout à l'heure et que t'es mal zoomé, enfin, il n'y a pas la bonne mise au point, je vais vraiment avoir le seum. Tu me fais parler de ma boîte, alors là, mais je vois le mec, il se prend pour un Italien, alors que pas du tout, quoi. Belge, mec. Renaissance. Non, je rigole. Raconte-moi juste une chose là-dessus. On parlait d'API, de Application Programming Interface. Ouais. Putain, j'ai des bribes, des souvenirs de mon expérience en VC. C'est ça votre value proposition et c'est ça la secret sauce, sans que tu rentres dans les détails, mais vraiment la tech chez Shift, c'est de pouvoir s'intégrer, j'imagine, pour vos clients en peut-être quelques clics. Oui, exactement. Okay. Donc, nous, ce qu'on vend, en fait, c'est un truc tech, donc tu pourrais très bien dire, oui, tu
tu gagnes du temps de développement, etc., etc. Mais ce qu'on dit surtout, nous, c'est on va plutôt voir les head of sales et les CEO en disant tu gagnes des parts de marché en fait. Tu t'intègres à toute une stack. Donc, quand tu téléphones à ton prospect, s'il dit j'ai X et pas Y, et que tu n'es pas connecté à cet outil-là, tu ne peux pas lui vendre. Et donc, là, on lui dit en fait, tu ouvres une part de marché. Il y a des clients qui sont que en France, qui peuvent aller maintenant en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au UK grâce à nous. Eux, c'est qu'un clic. Parce qu'en fait, ils sont connectés à tous les outils de comptabilité, par exemple, ou de caisse. Et donc, on permet vraiment cette internationalisation et cette ouverture de marché. Ça, c'est pour le côté sales. Évidemment, le côté tech, assez simple. Ils ne doivent pas redévelopper, donc ils gagnent plein de temps. Mais c'est les sales qui sont décisionnaires ou à qui vous faites Non, votre pitch? en fait, c'est plutôt on rentre par là parce que le sales, il a perdu des deals, il sait que voilà, ça lui a fait mal. Le tech, il va plus se dire merde, un autre projet. Ah ouais, c'est pour ça j'essaye de comprendre. Mais au gré, donc c'est du bottom, ça rentre par le sales, mais ça doit être validé et mis en prod par la tech. C'est toujours le product et le CTO qui choisit au final. Ok. Et alors, un autre truc hyper intéressant, donc là, tu as le côté dev, le côté sales, et puis tu as aussi le côté marketing. En fait, on initie des partenariats grâce à ça, tu vois. Donc, nous, un client qui vient chez nous, on va le présenter à tous nos partenaires. Et nous, on a un point de contact privilégié chez nos partenaires parce qu'on fait déjà plein d'intégrations pour plein de boîtes. Donc, ils nous connaissent très bien. Donc, c'est-à-dire que tu viens chez nous, on t'ouvre tout un carnet d'adresses, si tu veux, et tu peux du coup proposer ta solution dans l'autre solution, par exemple. Donc, c'est un côté partenariat hyper fort. Il y a de nouveau le partenariat tech, ça marche. Mais après, c'est le partenariat humain où en fait les gens se rencontrent, se disent OK, on a un truc à faire ensemble, partenariat, go-to-market, etc., quoi. C'est qui vos partenaires? Je crois qu'il y a en tout premier client Penny Lane, dédicace Arthur, car moi aussi je suis client aujourd'hui. Bon, j'apprends encore à utiliser l'app, mais voilà, dédicace à mon comptable. Non, vraie question, est-ce que tu peux nous donner quelques, je sais pas si c'est des chiffres, mais se rendre compte en 3 ans ce que vous avez fait. Et oui, quand tu parles de partenaires, on n'en a pas parlé, mais hier, si, tu as dit hier chez Swan. Swan fait partie de la famille Exa. Tout à l'heure, tu vas chez Exa. Exa est belge. Dédicace Thibaut Elzière. Attends, une parenthèse à tous mes auditeurs. Quand je fais des dédicaces, c'est qu'il y a eu un podcast enregistré. Donc, allez l'écouter, s'il vous plaît. Fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais du coup, c'est marrant parce qu'on a du coup aucun lien avec Exa. On squatte juste les bureaux et on gratte des thunes à Thibaut, c'est quoi? Non, même pas, tu vois. Donc, Swan, en fait, juste pour reprendre Swan au début, Swan, simplement, sans parler d'Exa en soi, on a les mêmes prospects, les mêmes clients. Tu vois, donc Swan, ils vont permettre de faire des comptes service pro. bancaire en marque blanche. Exactement. Et ils vendent à qui? À des B2B SaaS, il y a des fintech. Et donc, à chaque fois qu'ils ont une annonce, par exemple, récemment, ils ont dit Sibyl en Italie est client. Et moi, Sibyl, je suis en contact avec eux pour les intégrations comptables. Tu vois. D'accord. Et donc, en fait, on a vraiment un go-to-market à faire ensemble. Vous faites des passes D, en gros? On l'a fait un tout petit peu au début. Et puis, on a un peu perdu ça de vue. Et donc, maintenant, on va essayer d'initier on va faire des événements ensemble. Ici, c'était un premier, mais on va en faire plusieurs. Hier, c'est ça. C'est qui les autres partenaires, juste pour comprendre? Mais du coup, moi, quand je dis partenaire, c'est en fait les connecteurs qui ne sont pas clients ou qui sont clients même des fois. En fait, c'est simplement dans nos API, on va avoir des connecteurs derrière. Je prends de nouveau l'API comptable. On a comme connecteur Penny Lane, on a aussi Income, Manysoft, ACD, Cegid, Sage. Et on en a toute une panoplie. Donc, tu viens chez nous, imagine tu es à JCap, tu veux te connecter à de la compta. Moi, je vais te dire, OK, mais je te présente à, par exemple, chez Sage, Eric Head of Partnership. Et j'ai une intro, une passe décisive pour mon client, tu vois, qui va pouvoir du coup proposer ses services avec Sage directement aux clients finaux. Moi, je disparais en fait, parce que moi, je suis technique. Tu vois. Je les connecte ensemble, je les présente, mais après, moi, je n'ai aucune valeur en soi pour la TPE-PME. Et là, il n'y a pas de valeur financière, juste, quand tu fais ça? Non. Dans ces partenaires? Non, c'est vraiment accroître, en fait, votre... J'allais dire, je sais pas si c'est... Mince, comment dire? Bon, en tout cas, le plus de partenaires pour offrir le service le plus large et le plus complet et nous, à vos clients. Si nos clients... En fait, on ne gagne que si nos clients gagnent. Donc, un client qui vient chez nous... Ouais, mais c'est ça qui est beau. Quoi. J'aime bien. Il paye pas trop cher notre truc au début. Oui, il accède à 3 ans de développement quand même. Donc, une fois que tu t'intègres à nous, il faut quand même dire que tu as les 3 années de développement en un seul coup. Donc, du côté dev, c'est 3 ans sur ta roadmap que tu économises, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'en fait, quand on se connecte à une API, c'est pas juste se connecter à une API. Il faut d'abord avoir l'accord, souvent, du partenaire, donc de l'autre éditeur, pour faire une intégration. Donc, il y a quelques fois, tu as HubSpot ou Shopify, tu as l'API qui est en ligne. Mais je reprends Cegid, Sage ou ce genre de société-là, tu dois avoir un accord de leur part. Et donc, nous, on a travaillé quand même longtemps. Quelquefois, ça nous a pris 1 an pour avoir les accords. C'est pas public, en fait, dès le départ. C'est tu pas dois public, bosser non. avec eux. Et du coup, nous, comme on est un partenaire privilégié, on peut du coup facilement donner en un email l'accès à nos clients.
Et donc ça, c'est une super valeur, mais on ne fait pas payer parce que c'est notre proposition de valeur de base de Bien dire sûr. tu actives en un clic un connecteur. Et en fait, si nos clients gagnent, on gagne parce qu'on a un fee de base, parce que tu accèdes à une plateforme de développement, etc. etc. Il y a plein de trucs hyper cool là-dedans. Et il y a un variable en fonction du nombre de connecteurs que Et tu utilises. Même pas connecteur. Nous, ce qu'on dit, c'est tu actives tous les connecteurs parce que si tu as un seul client qui a un connecteur, enfin, qui a un besoin, voilà, et toi, il est dans la proposition de Shift, en un clic, tu l'as. Ce serait trop dommage de devoir payer en plus, etc. Où tu te dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Nous, tu accèdes à tous les connecteurs. Il y en a certains qui sont premium parce que c'est des trucs installés en local, complexes, etc., etc. Mais ensuite, tu payes à la connexion, donc au nombre de clients finaux qui utilisent le connecteur. Ok. Donc j'ai tout intérêt à ce que les éditeurs se parlent entre eux, fassent un go-to-market commun, enfin, tu vois, parce que du coup, ils gagnent, je gagne. Very clear. Viens, on prend 10 steps de recul. Je veux te parler du 0 to 1. Je veux carrément qu'on essaie de comprendre pareil. Dedans, j'allais te poser la question, mais du coup, comment vous êtes capable d'unifier ces API? Est-ce que c'est là votre secret sauce? Est-ce que c'est juste un process ou est-ce qu'il y a vraiment une tech dedans et vous avez réussi à théoriser un petit peu comment construire une API? Mais on va aller 10 steps avant. D'où te vient l'entrepreneuriat? Pourquoi tu es entrepreneur, Gauthier, et comment tu t'es lancé? Donc même pas shift, intégration, etc. On va encore plus... on va plus avant. Après, en fait, on fait moins 1000 à 0. Comment tu t'es projeté? Après, on parle du 0 to 1 et toutes les merdes que vous avez faites, parce que je suis sûr qu'il y en a. Et puis après, on va parler aussi de cette... je voulais parler un petit peu, je te le dis d'ores et déjà, convaincre. On doit convaincre des clients, des employés, des partenaires et potentiellement des investisseurs. Ça, je suis hyper curieux. Et ensuite, on parlera de la phase de scaling, si elle t'excite ou qu'elle te fait peur. Ok, trop bien. Donc, vas-y, raconte-moi comment c'était quoi, sans me faire le storytelling de comment tu as grandi, mais à quel moment tu as entendu parler du mot entrepreneuriat et à quel moment tu as commencé à t'identifier à ça? Ouais, très bonne question. Parce que du coup, moi, mes parents, ils sont. En fait, je connais pas d'entrepreneurs autour de moi. Ok. Pour être. Voilà. Ma mère, elle est courtière en assurance, donc elle est indépendante. Elle a toujours travaillé seule, donc esprit d'indépendance, grande travailleuse, etc. Mon père, lui, il est resté 40 ans dans la même boîte, ce qui se fait plus du tout. Il est resté. Opposé. Il a commencé là, mais en fait, il a beaucoup intrapris, si ça se dit, dans cette boîte-là. Il a lancé plein de projets. Il a lancé plein de projets et tout, assez conséquents. Mais il a eu plein d'opportunités en fait, d'aller aussi ailleurs pour peut-être des meilleurs salaires, des meilleurs postes, etc. Par fidélité, il est resté là, tu vois. Et donc, ce qui ne se fait vraiment plus beaucoup aujourd'hui. Mais donc, moi, mes références, c'est ça, en fait. Tu vois. Donc, de base, je ne sais pas ce que c'est un entrepreneur. Et pour être 100% honnête, quand j'étais petit, moi, entrepreneur, ça voulait dire un mec qui construit une maison ou qui. C'est drôle. Alors que moi, je le vois comme un costard cravate mallette. Tu sais, un peu comme le financier à Wall Street, je le vois pareil en entrepreneur. Toi, tu vois plus un artisan presque. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ok. Et du coup, ça, c'était quand j'étais plus jeune, quoi. Et puis un jour, j'étais donc à l'UNIF en Belgique, on appelle ça. Donc, les business schools, il y a une formation qui s'appelle en fait ingénieur de gestion. En gros, c'est une business school, mais tu as un peu d'ingénierie dedans. Et du coup, là, en master, il y avait une formation qui était entrepreneuriat. Trop bizarre, tu vas me dire, d'avoir à l'université un master en entrepreneuriat. De plus en plus. Mais moi, je trouve ça super. Mais ouais. Et là, ce qui était génial, c'est qu'en fait, ils prenaient des étudiants de facultés différentes, donc droit, ingénieur, business. Ils créaient des groupes. Donc, on était, je sais plus, 20-30 dans cette option. Donc, ils avaient un peu sélectionné les profils qui avaient un peu envie. Et puis après, tu te mettais avec un mec en droit et un mec en ingénieur. Un peu comme un startup week-end. Et c'était sur un temps imparti ou pas? 2 ans. Et vous aviez 2 ans pour créer une boîte ou vous aviez genre 1 mois pour trouver une idée et ensuite... D'abord, tu avais genre 6 mois de cours, puis tu avais, une autre formation, etc. Mais à la fin, ton mémoire, c'était la création d'une entreprise. Tu vois. Est-ce que c'est les prémices de Shift ou pas du tout? Pas du tout. Et c'est quoi cette première boîte du coup? Ça aurait pu, c'était une boîte de livraison de bocaux en entreprise pour de la nourriture saine, tu vois. Ok, pas du tout, plutôt contemporain. C'est contemporain, mais ça c'était en 2014, je crois, 2013-2014, un truc comme ça. Ok. Et du coup, initialement, on avait un autre projet qui était des trottinettes électriques parce qu'il y avait un nouveau moteur dans l'université qui avait été inventé. Et c'était bien avant les trottinettes électriques, tu vois. Et on n'a pas pu faire ce projet. Bref, mais de fil en aiguille, moi, cette formation, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis d'être en contact avec des entrepreneurs, tu vois. Et en fait, déjà un petit peu avant, du coup, parce que j'ai postulé à ce programme, je vais pas dire que je vénérais, mais en tout cas, je regardais les entrepreneurs comme étant vraiment un monde à part. Et je me disais, mais c'est fou de créer quelque chose de zéro et d'apporter tellement de valeur. Tu vois. Est-ce que tu t'autorisais à t'identifier à ces gens-là ou est-ce que c'est une fois que tu as commencé avec cette spé dans le master que tu as commencé à te dire, en fait, à baisser ton syndrome de l'imposteur? On l'a tous et d'ailleurs, je pense que c'est un moteur aussi pour se lancer dans des projets. Et du coup, je
fouille un peu dedans, qu'est-ce que tu as capté chez eux? Mais du coup, ouais, premièrement, pas, tu avais ce syndrome Ouais, de l'imposteur. je me suis même pas identifié à eux parce que c'était juste, je me disais, c'est trop cool. Enfin, toi, c'est juste ça, c'est en mode. Ouais, C'est, mais je trouve ça trop cool des footballeurs, mais je sais que je serais pas footeux. Enfin, je crois. exactement, ouais. Mais du coup, je sais On plus sait te dire. jamais. Honnêtement, je sais plus te dire. Je me souviens juste que je me disais, mais enfin, c'est incroyable. Il y a moyen de créer quelque chose de fou. Mais par contre, je me sentais en effet pas encore suffisamment armé pour le faire. Et qu'est-ce qui est incroyable? C'est ça que j'essaie de comprendre dans ton cerveau Je sais- jeune Je sais plus te dire. Je pense que moi, c'était vraiment la création de valeur. C'était de me dire, le mec, il est tout seul. Il a une idée. Il rassemble des gens autour de lui. Et puis finalement, il y a des employés avec lui. Il fait du revenu. Enfin, en fait, il vit. Il crée quelque chose, quoi. Il a créé une entreprise qui fonctionne. C'était l'aspect création et pouvoir vivre de quelque chose que tu as créé toi-même. Je pense que c'était ça. Est-ce que tu considères que ces personnes qui créent, c'est quand même différent du métier de ton papa ou de ta maman? Ouais, complètement. Tu penses que c'est plus risqué et du coup peut-être aussi par moment, enfin plus Ouais, de risques, donc plus de gratification derrière? Ouais, ouais, plus risqué en tout cas, mais c'est complètement différent, tu vois. Enfin, je m'aime même pas, enfin, je compare même pas en fait. C'est juste ces deux mondes différents, tu vois. Et je sais pas, ça m'attirait beaucoup plus parce que t'es pas dans un. Enfin, après, j'étais en corporate du coup, et là, j'ai senti la frustration d'être en corporate, tu vois. J'ai senti la frustration de pas pouvoir faire un peu. T'as une idée, tu peux pas trop l'implémenter. Mais tu vois, ça va dépendre des boîtes. Une grosse boîte corporate, c'est différent qu'une petite start-up où tu peux avoir cet esprit d'intrapreneur. Moi, je l'ai pas du tout eu après mes études, du coup. Et puis, je l'ai eu dans ma seconde expérience. Ok. Mais voilà, je pense que c'était simplement, moi, je voyais des entrepreneurs comme une espèce un peu à part, quoi. Et je me suis dit, putain, mais ce serait stylé. J'aimerais bien faire ça, tu vois. Bah, parlons de cette espèce à part. Je vais te poser une question. Elle est pas facile. C'est le quotidien professionnel de ton mère ou de ta mère, ou de ton père ou de ta mère qui t'attirait le plus quand tu étais jeune, de par les Waouh, conversations que ça, vous aviez à table? ça c'est. Là, en fait, tu remontes vraiment à -1000, là. J'ai pas dit que je choisir de ton père et ta mère. J'ai dit le quotidien Non, professionnel. mais franchement. Genre tu te disais j'ai plus envie Ouais, de. plus Tu ma vois. mère, ouais. Parce que même à un moment, quand je me faisais vraiment chier dans mon boulot, mon premier boulot, j'étais dans une grosse boîte de consultance qui m'avait vendu du rêve en disant que j'allais aider des TPE, PME, que c'était un programme top pour pouvoir se lancer plus tard. Ce qui n'était pas le cas. Et du coup, à un moment, je me faisais tellement chier que je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais reprendre le bureau de ma mère, quoi. Et donc, j'ai travaillé avec ma mère comme Trop courtier, drôle. etc. Et puis, je me suis dit, non, c'est trop limitant. Il y a pas, je sentais qu'il n'y avait pas de moyen de scale, de recruter, de grandir, tu vois. Donc, Ok. ouais. Donc on s'est dit non. Je mets quand même Pour moi, il y a des nuances dans le sens où, évidemment, ta maman est indépendante, mais du coup, elle doit choisir ses clients. Enfin, j'ai pas l'impression, sinon tu m'en aurais parlé, que tu aurais vu ta mère galérer à finir des fins de mois, mais c'est quand même un stress que ton papa n'avait pas. Mais de l'autre côté, peut-être que ton papa, tous les soirs, est rentré en te disant putain, je suis en train de batailler pour monter ce projet en interne. Non, mon père était une des personnes les plus heureuses dans son boulot. Franchement, ouais. Épanoui, Épanoui. santé À part utile. peut-être, tu Ok. vois, les quelques dernières années où peut-être que ça va un peu changer, mais franchement, pendant, je veux dire, 38 ans, 39 Ok. ans peut-être, il a été super épanoui, quoi. Et c'est justement un exemple de dire, mais attends, c'est possible en fait, tu vois. C'est possible de se sentir bien dans un boulot, même pendant presque 40 ans, quoi. Ouais. Et justement, je veux parler du. Bon, en fait, je veux opposer frustration et passion. Puis tu m'as parlé de deux premières boîtes. Donc tu m'as dit trottinette électrique et l'autre Ouais. c'était Boquissimo, c'était voilà pour livraison de Ouais. box en entreprise, enfin de bocaux Ouais. alimentaires. Est-ce que c'est la passion qui a trigger shift? Est-ce que c'est la frustration qui a trigger shift? Et quand je dis trigger, c'est vraiment qui a Ouais. provoqué votre idée. Ouais. Et de manière plus générale, qu'est-ce qui, toi, te plaît aujourd'hui? Parce que ça fait 3 ans et je vais répondre à cette question, mais es-tu heureux? Et qu'est-ce Ouais. qui te rend heureux? Est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est servir des clients? Est-ce que c'est la thématique? Tu vois, il y a tellement de Ouais. niveaux qui sont différents pour les Mais t'as entrepreneurs. un peu, enfin, si je peux diviser en deux trucs, un Vas-y. peu après Divise. mais t'as plusieurs questions, mais donc le heureux après et peut-être pourquoi entreprendre, passion ou finalement problème, quoi. C'est pour ça notamment que Boquissimo, on l'a pas lancé. C'est parce que j'étais avec des personnes qui étaient un peu pas imposées, parce que c'était des potes. Mais toi, on était dans un truc universitaire. Enfin, toi, Ah, t'as pas choisi tes co-founders à ce je moment-là? les ai en choisis plus. dans le pool, mais toi, c'était pas des entrepreneurs. C'est des gens qui étaient là pour apprendre, comme moi. Mais on s'est pas dit à la fin. Déjà, on s'est pas dit l'idée de malade. À un moment, on était là, bon, les livraisons, ça va être chaud. On était à deux à se dire, est-ce qu'on le lance ou pas? T'avais un peu la frustration de se dire, mais on n'a pas assez de connaissances. Donc, on croit pas à 100% à notre idée. L'équipe fondatrice, tu te dis pas,
on s'est pas mis ensemble pour créer le truc. Et vraiment, en fait, on s'est plutôt dit c'est un projet. C'était pas viscéral, Non. vous avez pas l'impression de changer le monde. En fait, c'était un Ok. mémoire, si tu veux. Ouais, Vraiment, ok, tu vois. d'accord. Il y en a quelques-uns où c'était vraiment leur projet. Nous, c'était un mémoire, c'est fini, cool, on rend le projet. Mais t'as c'est vu fini. ces autres gens avoir une plus grosse passion sur leur projet et tu t'es dit, il faut que j'aille chercher ça un jour, ce sera la Ouais. raison pour entreprendre. Mais je pense qu'on on se mentait à nous-mêmes quand on faisait le projet. Tu vois, moi, je voulais pas être le mec qui faisait le projet pour rendre un mémoire. Je faisais genre, non, mais on va le faire, on va le faire. Et puis à la fin, on s'est dit, mais non, en fait, pour X, Y raison, on l'a pas fait. Pourquoi tu te mentais quand tu dis ça? Non, parce que, parce que je voulais y croire. Toi. J'étais en mode, il y a quelque chose, c'est possible. Parce qu'un projet, au début, tu commences, tu connais pas du tout le projet que tu vas faire. Tu ne connais pas les tenants aboutissants. T'es Donc au début, tu te dis, naïf. t'es naïf, tu vois le marché, tu vois les opportunités. Et au plus tu avances, au plus tu vois des contraintes, etc. etc. Et donc c'est là où l'entrepreneur en toi doit se réveiller en se disant, ces contraintes sont des opportunités. Enfin voilà. Mais quelquefois pas. Quelquefois, tu peux te dire, bah, en fait, non, c'est juste pas un bon business model pour moi. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Donc il y a la mission et il y a comment tout le chemin. Donc là, Ouais. tu parlais de la livraison, de la logistique, etc. Mais est-ce que je prends aussi du plaisir le Ouais, long pour arriver exactement. à cette. Ok. Et moi, le fait d'avoir des intrants comme ça, de devoir produire, j'avais pas envie, tu vois. Ok. Ouais, donc c'est surtout ça. Et donc, c'est avoir finalement cette envie, entre guillemets, viscérale, qui vient de plusieurs trucs, soit de toi-même, soit d'un problème, et de dire j'aurai assez d'énergie pour faire ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, là c'était pas le cas. Donc, on a mis ça de côté. J'étais travaillé dans 2 boîtes, et il y a une boîte dans laquelle j'étais sales, et je devais vendre un genre de CRM, si tu veux, et je devais l'intégrer à des outils. Ok. Et donc, c'est quand là que ça même a partie commencé. tech product à côté. Ok. Et je devais vendre l'intégration 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 balles, 50 000 balles à des TPE, PME. Je peux te dire que ça passait mal, quoi. Et donc, à un moment, je disais aux consultants, bon, les gars, on a déjà intégré cette solution à un tel outil. On a le même projet. Vous n'allez pas me dire que c'est de nouveau 40 000 balles. Si. Hop. Donc là, ça a été une frustration qui est arrivée doucement. Et puis, et puis c'est comme ça que j'ai eu l'envie de résoudre les intégrations pour les TPE, PME. T'as vu un problème là-dessus, mais t'as aussi vu un besoin énorme. C'est-à-dire que les TPE, PME, elles les payaient les 40 000 balles ou du coup, vous Ouais, non, perdiez le ouais, client? ça dépendait. Des fois, on diminuait le projet pour être à 10 000, tu vois. Mais donc, Ok. on diminuait le projet, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le mec voulait une Rolls-Royce. On disait, bah, tu commenceras avec ceci et puis tu paieras plus tard le reste. Ouais. Et on va parler cash. Est-ce que pour toi, 40 000, et même quand tu le baisses à 10 000, ça valait le service que vous vendiez? Mais franchement, là, ça dépend. Je pense que tu peux dire que oui. Mais je pense que du coup, moi, j'étais un très bon sales pour les licences et assez mauvais pour les services parce que moi, je considérais que non. Et donc, tu vois, moi, quand j'allais voir une entreprise et que c'était 40 000 balles de service, je connaissais le taux horaire, je savais qu'il y avait un peu d'optimisation. J'étais là, mais non, tu vois, c'est pas possible, quoi. On peut dire que c'est injuste dans ta tête à ce moment-là? C'est pas injuste, mais genre, je me dis merde, en fait. Tu vois, je me dis, mais elle en a besoin, elle va pas le prendre parce que c'est trop cher. Et donc, en fait, j'avais assez de liberté pour un peu être créatif dans les prix. Et donc, je diminuais, voilà. Il a fait perdre des millions à sa boîte, il s'est Ouais. barré, quoi. Mais non, mais du coup, non, justement pas, tu vois. On arrivait, voilà, à être créatif aussi avec le client, tu vois. Et Ok. on arrivait à créer des projets. Mais ouais, mais il y a plein de clients qui étaient aussi mes potes. À un moment, ce CRM, c'était bien dans les brasseries. Et il y a plein de micro-brasseries en Belgique. T'imagines bien que des micro-brasseries où ils sont 5 ou 10, ils savent pas payer ça, quoi. Bien sûr. Et donc, on avait fait un petit package, tu vois, hyper standard, clac, ça prend 5 jours à être installé. Voilà, toi, c'était être créatif pour Et ça, aider. ça se vendait déjà bien quand tu as commencé à essayer d'écouter les besoins, même Ouais. financiers de vos clients. Ouais, exactement. Je veux revenir sur une mini-chose, sans qu'on revienne dessus, mais on a parlé de naïveté, tu as parlé du fait que cette première expérience, tu t'es menti. Moi, je suis sûr Ouais. qu'il n'y a rien sans rien et que sans cette expérience, tu n'aurais peut-être même pas voulu négocier le prix sur ton deuxième CDI Ouais. et tu n'aurais peut-être pas lancé Shift. Donc, en gros, la naïveté mène à l'action, moi, je pense. Ouais. Je veux revenir là-dessus. Tu quittes cette boîte. L'idée de Shift est déjà là ou Ouais. pas? Et surtout, allez, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton why? Parce que souvent, on définit le why sans avoir réellement la solution. Et même quand on lance la solution, on parle à des clients, on se rend compte, ah non, en fait, la valeur, elle n'est pas exactement elle est là. Donc, qu'est-ce qui te nourrissait dans l'idée de monter Shift? Et là, ça rejoint la première question, même si on n'a pas encore été jusqu'au bonheur, mais ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est pourquoi je voulais monter Shift? En fait, c'est parce que, et on revient à la formation qui s'appelait CPME à l'époque à l'UNIF, ça a planté une graine, tu vois. Donc j'avais une graine dans ma tête qui était... Le master, ok. Le master, ouais. Je veux être entrepreneur un jour, je cherchais des opportunités, je cherchais à rejoindre des petites boîtes, tu vois, donc j'avais cette petite graine dans ma tête. Et donc au fur et à mesure que j'ai des expériences, donc la première expérience bof, et puis je me dis, ok, mais moi je veux être sales, parce que c'est en étant sales, je pense que j'aurai un énorme impact plus tard. Donc j'ai été dans une formation pour être sales, j'ai été pendant 6 ans sales dans une boîte où j'ai kiffé à mort, c'était incroyable.
Mais à un moment, je me suis dit, bon, voilà, j'ai vu, je suis prêt, quoi. Tu vois, je cherche une opportunité. Et en fait, depuis le début, ce que je t'ai pas encore dit, c'est que je connaissais déjà mes associés. C'était des collègues? C'est des potes. Donc, Ok. Henri Herto, donc le CTO, je le connais depuis que j'ai 10 ans. J'étais à l'internat avec lui. On était à l'internat en Flandre ensemble pour apprendre le flamand. C'était le cliché du geek ou pas? Pas à l'époque, mais par contre, c'est vrai Non. que le premier livre qu'il a reçu à la Noël à 12 ans, c'est un livre du NIF pour recoder. Donc, c'est quand même un petit peu un geek. Mais À de 12 base, ans, on peut dire que c'est un geek. c'est un geek, mais de base, il est pas geek. Il paraît pas un geek. Tu Ok. vois. Mais il est, c'est Ça vrai n'a qu'il est- rien de péjoratif geek, ça veut juste dire que quand on est jeune, on a une passion qui, Voilà, exactement. voilà, qui est tech, qui est. il a mais une même méga pas, passion. Ouais. il peut passer des heures sur une thématique. C'est ça que j'appelle être geek. Mais à nouveau, lui, il a fait ingénieur de gestion. Donc, il a fait une genre de business school avec une orientation IT. Il a pas fait une formation pure tech, tu vois. Oh, il a dû trouver ça bullshit, non? Je pense en partie, ouais. C'est pour ça que c'est assez facile pour lui. Tu vois. Mais non, mais du coup, lui, je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans. On était dans la même classe ensemble à 10 ans, quoi, tu vois. Ok. On comprenait rien parce que c'était en flamand. C'était pour apprendre le flamand, quoi. Bref, donc là, je l'ai connu. Et puis après, on a coloqué ensemble à l'UNIF, quand même pendant. Et puis après, on a coloqué ensemble par la suite. Et l'autre associé, c'est son petit frère que j'ai appris à connaître un peu plus tard, mais on a aussi coloqué ensemble. Putain, intéressant ça. Ouais. T'as pas eu de mini a priori en te disant je m'associe avec deux frères? Non. Non. Bah, parce que je les connais tellement bien, tu vois. Ok. Enfin, ouais, je fais partie. On fait partie vraiment, on se connaît par cœur, quoi. Et en fait, c'est en les connaissant par cœur que j'ai eu peut-être un mini a priori à un moment en me disant, tu vois, dans la théorie, ils sont deux, je suis seul, machin, au tout début. Mais c'est même pas vrai. On est autant, je suis avec Henri que je suis avec Mathieu. Enfin, c'est un triumvirat qui fonctionne très bien. Et du coup, je sais qu'on en parlait, puis classique Yacine qui te pose 50 questions, tu voulais parler du bonheur, et du coup, Mais même juste avant ça, Ouais. tu vois, le drive, le drive. donc de pourquoi se lancer. Et donc moi personnellement, donc je connaissais Henri et Mathieu. Je savais qu'Henri était mon alter ego, donc il est tech, je suis business, on s'entend super bien, donc on voulait monter une boîte ensemble. Et puis il comprend un peu le côté business, vu de Et- ses études, etc. Exactement. Ok. Et ça, c'est super important. Et on voulait monter une boîte ensemble. Donc, on a essayé plein d'autres petits projets. Mais tu vois, des petits projets où on essaye, on fait un mini PowerPoint, on va avoir trois prospects et on arrête parce qu'en fait, on avait de nouveau pas le drive sur les projets. Donc, on était chacun employé, très bien. Le soir, le week-end, on se réunissait. Et on a fait ça pendant 2 ans, quoi. Des réunions start-up, on réfléchit à des idées. Ah, tiens, la population vieillit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, tiens, au restaurant, payer, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, tous des problèmes. Et un jour, je vais avoir 30 ans, enfin, j'avais 29 ans, je crois. Et j'avais été admis pour aller aux États-Unis dans un programme, si tu veux, pour aider des boîtes belges à s'internationaliser. Ouais. Et à ce moment-là, je dis attends, si je pars, t'es au courant que je suis parti pour un petit moment, tous nos projets qu'on essaye là de réfléchir, on ne les fera pas. Allô, quoi. Ok. Du coup, il faut lancer un truc. Et à ce moment-là, on se met vraiment en mode il faut lancer. Et c'est là où, en fait, le problème des intégrations que je vivais depuis quelques années, je me suis dit mais attends, moi, ça, c'est un vrai problème. Et lui, à ce moment-là, arrive avec une plateforme qu'il avait créée le week-end avec son frère. Je connaissais un peu de loin la plateforme, mais ça me paraissait pas un truc encore hyper intéressant. Il me la présente. C'est une plateforme qui n'était pas trop faite pour les intégrations encore à ce moment-là. Ok. C'était voilà, Attends, il l'a fait en fonction de ton idée Non. ou même pas? Ah non, un hasard, quoi. pur dev. Tu vois, eux, c'est le challenge technique souvent. Presque tous les devs ont des side projects perso. Ok, il s'en fout de ce qu'il résout, juste il veut coder Ils ça. font un et truc voir, et puis ok. ils espèrent qu'un jour, toi, ça marche, quoi. Et franchement, beaucoup de devs font ça, quoi. Et ils montrent ça, et là, je fais le lien entre, mais attends, cette plateforme, avec mon besoin dans ma boîte, ça va être incroyable, quoi. Et donc, on se dit, les gars, c'est ça. Mais autant dire, 3 semaines avant, on avait un autre plan. On se dit, ok, c'est ça. Et puis, du coup, je vais présenter ça dans ma boîte dans laquelle je travaillais, qui s'appelle Easy. Et là, il me regarde comme un extraterrestre, mec. Qu'est-ce que tu vas foutre? Et en fait, là, notre idée, c'était d'avoir une plateforme d'intégration, un peu comme Make pour ceux qui connaissent. Où en fait, tu as des petits objets que tu mets les uns à la suite des autres et tu fais un flux d'intégration. C'est un peu un truc comme ça. Bloc plus bloc. Bloc plus bloc. On va aller sur Zero to One. J'ai juste cette mini question. Tu me dis que tu as passé 2 ans à itérer. Et au final, Ouais. tu lances quand même l'idée qui est sous tes yeux depuis 6 ans. Non, Non, mais ça prend du temps, je caricature, mais. Ouais, mais parce qu'au début, tu sais pas, tu vois, genre au début, tu t'y connais pas assez, tu vois, c'est un problème. En fait, Ouais, mais t'as raison, toi, c'est qu'en fait, on cherchait plein d'idées, enfin, plein de problèmes, pardon. On cherchait plein de bons problèmes, et à chaque fois, on trouvait que c'était pas un assez bon problème. Et donc, j'avais quand même toujours ce truc en mode les intégrations, mais je savais pas comment. Et c'est en voyant ça, je me suis dit, tiens, je vois un comment, qui finalement était complètement bullshit, et on a changé complètement. Ok. Mais ça a été en tout cas le démarrage, tu vois, le premier coup de pédale, quoi. Ouais. Quand tu dis, je sais pas, en fait, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'une bonne idée? Et je me suis posé la question
dans les 2 ans d'itération sur des idées, tu as dit on fait un PowerPoint, on en parle à quelqu'un, il nous dit non, on passe à autre chose. Est-ce que c'est pas là le problème, et on dit que c'est la meilleure des qualités des entrepreneurs, c'est la résilience. Il y a plein de gens qui vont dire qu'ils n'y croient pas parce que c'est dur de se projeter sur une vision. Est-ce que au premier non, NON, ou au deuxième, au gros, au premier bâche, si t'arrêtes, c'est qu'en réalité, c'est pas ton why, le pourquoi, est pas assez fort. C'est ça? C'est ça et plein d'autres choses, tu vois. À un moment, tu as de la réflexion, genre c'est quoi le business model derrière, etc. Mais en fait, au début, tu sais rien. Il faut être honnête, tu sais rien. Et donc, ton idée, c'est juste une étincelle. Tu dis, ça, c'est l'étincelle, tu vois, où tu te dis, est-ce que je vais souffler un peu dessus, mettre un petit peu, quelques petits trucs, ça va faire un petit feu, etc. Mais ça prend du temps quand même de le faire. Un coup de vent, c'est fini. Et donc, en effet, il faut se dire, est-ce que j'y crois assez fort? Est-ce que j'ai envie de donner mon énergie pour ça? Et donc, la première étape, c'est de la petite validation. C'est dire, tiens, on a une idée, est-ce que c'est en fait de la merde ou pas? Donc, tu vas poser des questions à gauche, à droite. Et puis, peut-être que ces réponses vont te dire, mais en fait, je vois comme cette personne le voit aujourd'hui et je me rends compte que c'est peut-être pas la meilleure idée et je perds mon drive. Et au début, c'est pas grave. Parce que quand tu es au tout début, que tu as plein d'idées, tu essaies juste de trouver l'idée qui va te. D'une à l'autre, ok. Enfin, plutôt, l'idée, c'est même pas le bon terme. Le bon problème, c'est plutôt ça. On essaie de trouver le bon problème. Et in fine, je reviens à la fin de mon book ça. C'est quoi qui t'intéresse? C'est résoudre un problème, c'est servir des clients, on revient à l'idée de créer quelque chose de zéro, et je pense qu'il y a une aventure humaine, c'est aussi créer de l'emploi. Ouais. J'ai pas l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu as une passion pour l'intégration. J'ai l'impression que l'intégration, c'est juste un moyen dans tout ça. Ouais, c'est moyen de quoi? On en revient au début, je disais je voulais être entrepreneur. Donc on a trouvé, juste avant de confirmer l'idée des intégrations, 3 semaines avant, on avait fait une offre à une entreprise, une grosse boîte, pour faire une espèce d'FAQ, tu vois. Okay. Un espèce de chatbot. Autant te dire aujourd'hui, on aurait été lessivé. ChatGPT, voilà. Bonsoir. Mais à l'époque, on était en 2020, il y avait pas encore trop ça. Mais voilà, et donc en effet, donc, tu vois que dans tout ce que je te dis, moi je cherchais à entreprendre. En fait, je cherchais à créer cette aventure humaine de créer un truc avec mes potes, recruter des gens, créer en fait une entreprise en fait, simplement. Et apporter de la valeur forte à des clients dans un modèle qui peut scaler. Ça, c'était mes conditions. Il faut un truc qui scale et donc tech. Et par contre, je t'avoue qu'on aurait créé le chatbot. Imaginons à l'époque, j'aurais eu du drive pour le chatbot. En fait, le drive vient aussi, et la connaissance vient en passant beaucoup de temps sur le sujet. Et au tout début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Moi, je suis pas un dev, tu vois. Donc Mais c'est ce qui a fait que tu as beaucoup bossé, que tu t'es renseigné, etc. Et que aussi, j'ai un autre point de vue. Moi, j'ai le point de vue business, mes associés ont le point de vue tech. Et c'est un mariage qui fonctionne super bien. Mais du coup, ouais, moi, le drive, c'était entreprendre et construire une aventure humaine. Et comme tu le dis, notre premier employé, c'était moi hyper fort pour moi, quoi. La première fois qu'on s'est payé déjà, et puis après le premier employé, c'était le moment où je me suis dit waouh. Tu vois, il y a eu genre la création de la boîte, waouh, on s'est payé, employé, là c'était des moments incroyables, quoi. Ouais. J'ai presque envie de dire ça, mais c'est un égoïsme noble, l'entrepreneuriat, je trouve. C'est que évidemment on en parlait un petit peu hier, mais on a une sorte d'ego aussi par moment à nourrir parce qu'on veut réaliser des choses. Mais les réaliser pour faire du bien à la société, c'est quand même top. Je veux parler de ça. Les personnes que tu as réussi à convaincre, le plus wahoo, le truc qui t'a le plus rendu enthousiaste dans le 0 to 1 de Shift, c'est des employés, des partenaires ou des clients? Ou voir tes cofondateurs. C'est chaud. Mais... Ouais, en fait, c'est à différents moments, différentes choses. Tu vois. Donc déjà, au tout début, on n'était que 3. Et donc, et au début, j'étais un peu seul parce que. Ils n'étaient pas full time encore. Et ça servait à rien. Tu vois. Eux sont des devs. À quoi ça sert de se mettre à 3 la pression sur parce que du coup, en Belgique, on n'a pas le chômage entrepreneur. Donc en fait. Juste chômage. Ouais. Non, mais il y a du chômage. Non, c'est les entrepreneurs qui l'ont rebrandé comme tel, mais c'est le chômage, c'est tout. En Belgique, il y a du chômage infini. Enfin, maintenant, ça se finit cette année, mais de base, quand tu es chômeur, tu peux le rester à vie. Ah, mais si tu montes une boîte, tu n'as pas le droit à bénéficier de ce Exactement. chômage. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu dis ça. Et donc, je veux dire, oui, c'est pour ça que je faisais la distinction. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé, voilà, j'avais un peu d'économie. J'ai dit à ma copine à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, on va pas investir. Big up. On va pas investir dans un truc, un appartement, un truc. Et donc, ouais, donc c'était vraiment un choix de se lancer qui était assez chaud. Mais à ce moment-là, tu vois, j'avais le drive de me dire,
wow, je dois trouver un truc. Et quand mes associés, enfin, je dois trouver le bon problème, la bonne solution, avec mes associés évidemment, qui étaient part-time. Et quand ils m'ont rejoint à 100%, là, j'ai senti aussi une pression de me dire, j'étais commercial, il faut que ça marche maintenant, tu vois. Sauf que tes associés, c'est ça que je veux comprendre, c'est les premiers Ouais. qui te font confiance. On se fait confiance à trois, quoi, là, ouais. Bien évidemment, Ouais. mais je suis sûr que Ouais. toi, en plus, qui est full-time dessus, qui vient aussi avec l'idée, et qui en plus leur Je dit... suis pas venu avec écoute, l'idée, on a eu l'idée ensemble. C'est grâce à la tech ok. et à ma connaissance, on a vraiment construit Mais c'est un ensemble. hasard. Ouais, mais chacun a eu sa pierre qui a fait qu'on a fait ça. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'eux te suivent, je pense au fond que ça met une petite pression, Ouais. mais je pense que ça a mis aussi la pression d'un gros partenaire qui décide de suivre et Ah d'être ouais. le premier à suivre une solution tech novatrice, C'est sûr. et aussi des employés, pire, des gens qui commencent leur Mais carrière. Ce que je te disais, c'est que ça dépend, il y a différents moments. Donc mon premier moment, c'était ça. Le deuxième moment, c'est en effet quand on a notre premier client. On n'avait pas encore de société. Donc on a d'abord signé des clients sur notre première idée. On leur a dit, les gars, on vous facturera plus tard quand on crée la boîte. Donc ça a pris 6 mois avant qu'on les facture. Et puis C'était après, quoi quand cette première idée quand tu dis ça? donc c'était la plateforme d'intégration avec un flux. Et on pensait qu'on allait pouvoir vendre ça à des intégrateurs, donc des sociétés qui font du service D'accord. et qui puissent réutiliser un flux qu'on leur a déjà fait ou qu'eux font. Ils font du copier-coller. Et donc au lieu de faire 10-20 jours de service, comme dans mon ancienne boîte, c'est plus que 2 jours de service. D'accord. Mais si tu arrives à vendre la valeur et que tu le vends à 10 jours, très bien, mais tu n'en auras fait que 2. Ça, c'est notre première idée. Mais sauf que toutes les boîtes nous disaient, faites-le vous. Donc on se retrouvait à nous-mêmes utiliser notre propre plateforme pour faire des projets. Donc on devenait une société de service, ce qui n'allait pas. Donc on a dit, OK, on continue de chercher. Et moi, pendant 6 mois, j'ai vraiment questionné le marché, des softwares, donc des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, des DSI, enfin n'importe quoi, en disant, c'est quoi le problème des intégrations? Et c'est là où du coup Virtuosa et Penny Lane, qui sont nos 2 premiers clients. Virtuosa, c'est un outil dans le BTP, un SaaS dans le BTP. Ok. On a montré un peu la plateforme qu'on avait, etc. Ils ont dit, mais en fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est l'outcome. Je veux le résultat. Je veux être connecté à votre API unifié. On ne savait même pas que ça s'appelait comme ça. Mais en gros, on avait créé un modèle dans nos flux pour se connecter à tout d'un coup. Et donc, c'est ça qu'ils ont dit, moi, je veux ça, en fait. Alors que ça, tu ne le vendais pas. C'était intégré, mais tu n'as C'est pas intégré en compris. back-office, ouais. Hyper important. Donc, poser des questions hyper neutres. Tu as Ouais. dit juste avant, c'est quoi le problème? En fait, Ouais. ça, c'est une bonne question plutôt que est-ce que ma solution te correspond? Et c'est comme ça que tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais pas mis le curseur sur la bonne Exact. valeur dans toute ta solution. Et Ok. le Virtuosa en question, on l'avait vu 1 an avant, tu vois. Parce qu'au tout début, on l'avait vu en disant, tiens, on a une idée, ce que je connaissais, c'est un ancien collègue, comment on pourrait régler la situation chez toi, enfin, tu vois. Et finalement, quand on lui a proposé de faire du service, il a dit non merci. Et c'est quand on lui a montré qu'on avait une plateforme qui était déjà live, parce qu'on avait déjà des clients directs, on avait fait un projet, tu vois. On lui a montré après un PowerPoint, voilà comment ça fonctionnerait si on sort ça de la plateforme d'intégration. Et puis après, voilà, on a essayé, ça marchait. Penny Lane, c'est Arthur Waller sur LinkedIn, je le ping en disant, tiens, je vois que vous avez des intégrations. Je connaissais pas Penny Lane. Et j'allais dire, et lui, il te connaissait pas? Je connaissais pas, tu vois, moi j'étais en Belgique, voilà, je vois des intégrations sur son site. Et en fait, à cette époque-là, pendant 6 mois, j'ai fait de l'outbound en suivant de même test, le test de maman. Je sais pas si Ça tu- me parle. C'est quoi? Attends, ça me Incroyable. Donc si jamais tu veux lancer un projet, il faut passer par là. Tu dois lire ce truc. Tu tapes ça PDF gratuit en ligne, tu l'as. Le test de maman, en fait, c'est une manière de poser des questions. C'est une manière de faire une interview pour faire du discovery. Parce que si tu arrives avec toute ta volonté, ton énergie dans le call, Tu biaises en fait. tu dis, Ouais. ben voilà ce que j'ai, est-ce que c'est bien? Le mec devant toi, il va te dire, il n'ose pas dire que c'est pas bien. Et en fait, c'est comme ta maman qui te dirait, c'est bien mon fils, tu vois. Et donc, en fait, il faut pas faire ça. Il faut arriver en disant, en entonnoir, essayer de poser des questions les plus ouvertes possibles, sans rien pousser, pour découvrir le problème de ton interlocuteur. Et quelquefois, ton problème va être complètement, enfin, le problème qu'il va te dire est complètement différent que ce que toi tu veux faire. C'est pas grave, tu recommences. Et donc, c'est en faisant des mêmes tests pendant 6 mois qu'à un moment, je suis arrivé devant notamment Dominique Pellegrino et Arthur Waller. Et puis Arthur m'a dit, les intégrations, on parlait de ça de manière générale. Il m'a dit, c'est les caisses. Je veux me connecter à des caisses, c'est le bordel, j'y arrive pas. Les caisses enregistrées. Les caisses enregistreuses, ouais, pour les restos surtout à l'époque. Et puis du coup, nous, on a une plateforme. On a une API unifiée sur la compta déjà, tu vois, même si on savait pas que ça s'appelait comme ça. Donc on l'a dit, attends, on va faire un test. On a pris 2 caisses qui étaient avec une API ouverte. On l'a testé, on l'a montré. Et c'est parti. Il dit, ça marche, c'est parti. Donc être à l'écoute permet de... J'ai même pas envie d'appeler pivoter, j'ai juste envie de dire d'ajuster et Ouais, c'est un ajustement, ouais. de viser droit dans le mille. Et on a créé la boîte du coup après, tu vois. Donc tout ça s'est passé en février-mars 2022. Et on a créé la boîte en avril. Quand on s'est dit, tiens, donc autre moment fort, on a des clients quand même importants qui nous font confiance.
Là, on a créé la boîte, on les a facturés. Et puis on s'est dit, en fait, les gars, maintenant, let's go. Seulement, on enclenche la première. Là, on est un peu en neutre à ce moment-là. On met la première, tu vois. Ouais. Je veux juste savoir, tu parles un petit peu de la timeline. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Tu disais que vous avez fait 0 to 1.5, 1,5. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé dedans? Est-ce qu'il y a des événements clés? Et est-ce que tu peux nous le comparer? Je sais pas si tu peux donner des chiffres, au moins le nombre de clients, d'employés, qu'on essaye de voir la proportionnalité et à côté les enjeux, tu vois. Ouais, donc avril 2022, on crée la boîte. Du coup, on avait fait tout un travail avant. Moi, j'ai quitté mon taf en août. Enfin, le temps que je le quitte vraiment, je crois qu'on était déjà en octobre. On va dire octobre 2021. Là, je fais le même test. Donc, premier client vraiment validé, on va dire mars. On crée la boîte en avril 2022. Et de avril 2022 à décembre, je crois qu'on était finalement les 3 cofondateurs, genre un stagiaire, un dev, tu vois, vraiment tout petit. Donc très tech. Très tech, ouais. Que toi qui vends, ouais. C'est moi qui vends, même peut-être 2 devs à ce moment-là. Et on n'avait que 6 clients, dont les 2 premiers, Ok. Virtuosa et Penny. Et je me demande même si je compte pas les faux clients, toi, ceux qu'on avait encore, toi, de la première plateforme. Là, je sais plus trop. En tout cas, on avait peu de clients, mais aussi on avait peu de partenaires, on avait peu de connecteurs. Et en fait, nous, le truc, c'est que c'est un peu de l'offre et de la demande. Bien sûr, c'est un peu comme une marketplace, quoi. Ouais. Si j'ai le connecteur difficile Un truc que pour personne attirer a, l'autre. ouais, bah, tout le monde vient, tu vois. Et là, on n'avait pas les connecteurs difficiles. Et je pense qu'un tournant s'est passé 1 an après, en avril. Mais donc, c'est quand même dur, parce que pendant 1 an, tu n'as presque pas de clients qui te payent rien, parce que ta plateforme est encore jeune. Et souvent, on n'ose pas, les entrepreneurs, quand ils commencent, n'osent pas facturer le prix qu'ils valent vraiment. Ils vont faire un truc discount, etc. Alors que je pense qu'on aurait pu vendre beaucoup plus cher. Et ça fait baisser la perception de la valeur que tu proposes, non? Exactement. Ouais. Okay. Mais d'un autre côté, tu veux signer le client parce que tu n'as rien. Donc, et un client en amène d'autres. Et franchement, c'est grâce à ces premiers clients qu'on a eu une certaine notoriété, qu'on a pu dire à d'autres, mais attends, ils nous font confiance. Donc pourquoi vous ne nous feriez pas confiance? Et ça aussi, ça t'a permis de choper plus de partenaires? Ah, évidemment. Et du coup, c'est notamment grâce à eux. Toi, imagine, Penny Lane disait à des caisses, en fait, c'est pas moi, je veux m'intégrer à vous, mais c'est pas moi qui le fais, c'est Shift. Mais à ce moment-là, nous, on crée notre API de caisse. Donc notre API de caisse, on a pu la proposer à d'autres. Et donc ça ouvre un nouveau marché ou exactement. Une nouvelle persona type que vous allez cibler. Et du coup, ça a pris 1 an plus tard, tu vois, on avait je sais plus dire exactement les chiffres, on avait assez peu de clients. Et puis finalement, je pense que fin 2000, donc on a fait une levée de fonds un peu après la création de la boîte, mini levée de fonds. 2022 ou 23 2022. Ok. Mini levée de fonds parce que ça faisait 1 an moi que je m'étais pas payé, tu vois, et donc on n'avait pas grand chose, donc c'est pour se payer le salaire minimum et pouvoir survivre aussi personnellement. Et puis après, on a continué à construire la boîte sur cette petite levée de fonds. Ouais. Et puis du coup, c'est en 2024, 2 ans plus tard, qu'on a fait notre vraie levée de fonds, entre guillemets, de 2,3 millions à ce moment-là. Et on était à, je dirais qu'on a commencé à une dizaine de personnes. Dizaine en 2024 ? Ouais, on était genre 15, je crois. C'est fou. 15, ouais. Donc là, vous avez doublé en 1 an ? Doublé, triplé même. Ouais, vous êtes à quoi, presque une trentaine? Là, on est 28, ouais, on va être 30 fin d'année. Ok, bah justement, je veux parler, je suis désolé. Après, je suis grave content, parce que moi, vraiment, le focus du 0 to 1 et même avant, et permettre à un max de personnes de se projeter et de comprendre qu'il n'y a pas une secret sauce, c'est que je pense vraiment, moi, le learning de tout ce que tu me dis, c'est aussi qu'il faut être à l'écoute et être ouvert. Franchement, c'est juste ça, c'est être à l'écoute et avoir le drive quand même, parce que quand t'as pas de clients, être conscient du drive. Tu dois te dire à un moment, j'y vais, et en fait, la force motrice, enfin, le seul truc où je peux me dire, tiens, j'ai apporté ça dans l'équipe fondatrice, moi, au-delà des aspects de chacun, un tech plus business, moi, c'était la force motrice de dire, on commence, tu vois. T'as osé. On a osé, mais du coup, comme je l'ai fait, ils n'avaient plus le choix, tu vois, parce que je dis, les gars, moi, j'arrête tout, vous devez me rejoindre. Et en faisant ça, ça crée un petit truc qui crée quelque chose. Et en fait, ton idée de base, ton étincelle, comme on disait, t'as mis quelques petits bois dessus, ça marche un petit peu, puis peut-être que tu changes un petit peu la disposition, mais au final, tu commences à créer quelque chose, ton idée change, tu comprends mieux ton marché, et en fin de compte, la boîte, ton idée que tu as eu au départ sur un problème a complètement changé peut-être 6 mois plus tard, mais voilà, ça t'a permis d'avancer, et là, tu crées quelque chose de grand. Mais je tiens quand même à dire qu'il faut assumer la confiance que les gens te donnent. Et ouais, ça, vaut mieux avoir les reins solides ou être résilient, mais être bien entouré et du coup avoir un drive avec lequel tu es aligné. Ouais. Moi, je veux parler de la suite. Je voulais parler du scale. Il y a 2 sujets dedans. Il y a l'international, focus Europe, et je suis très content. Et arrêtons de dire qu'il faut aller monter des boîtes aux US. Ouais, non, mais franchement,
Je trouve qu'en France, on ne donne pas envie de monter des boîtes en France avec tous les sujets dont on parle. Et pour autant, de tous les entrepreneurs que j'ai reçus, j'en connais pas beaucoup qui bitchent sur la France réellement. Plutôt qui sont contents même. Tu parlais du chômage entrepreneur. Je savais pas qu'on le brandait comme ça en France. Non, je sais pas, mais en vrai, ça a plein de plus-values aussi. Ça a plein de plus-values. Il y a plein de gens qui se lancent plus facilement. Et puis, oui, peut-être que la seule externalité négative, c'est que tu as des personnes qui arrêtent un peu leur projet, qui continuent, mais à chercher d'autres projets. Mais d'un autre côté, ils ont une super expérience. Non, mais et puis même, on voit l'herbe plus verte chez le voisin, mais allez chez le voisin. Genre, au bout d'un moment, allez-y, payez 1 million votre visa Trump, là, si tu veux embaucher des étrangers, et on verra. Bon, bref, là n'est pas la question, et j'ai dit pas de politique dans ce podcast. Non, vraie question. On va parler de l'international, on va parler de l'Europe, on va parler peut-être de la Belgique, la France, mais avant ça, l'international, c'est une phase de scaling. On va dire que tu as validé ton product market fit, ok, ton produit marche bien, tu vas vouloir le développer. Est-ce que tu es autant excité qu'au 0 to 1 ou est-ce que c'est un en peu fait peur? Mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, le rôle change. Donc, et certainement un rôle des fondateurs qui ont fait le 0 to 1, ça change. À un moment, tu dois changer ton rôle et tu dois toi-même avoir changé tes skills et ton focus, je dirais. Ça a surtout. déjà changé là ou pas pour toi? Complètement, tu vois, de 0 to 1, t'es en train de ramer comme tu peux voilà, pour faire avancer quelque chose. Et puis maintenant, c'est la structuration. Mais on continue, et là, on est dans un moment où on continue d'être hyper hands-on, comme on dit, hyper les mains dans le cambouis. Mais en même temps, on doit structurer la société pour le scale. Et donc là, nous, on est en train de faire une transition actuellement vers, on doit être plus dans l'organisationnel pour pouvoir aider d'autres à être meilleurs que nous. Est-ce que tu kiffes ou est-ce que tu kiffes pas, mais l'objectif final est tellement kiffant que tu sais pourquoi tu fais ça? Moi, je kiffe chaque étape. Okay. Moi, le 0 to 1, j'ai kiffé. C'était un peu... Enfin, je pense qu'on ne le voit plus trop, mais c'est l'étape la plus difficile. Donc, il y a plein de wannabe entrepreneurs qui ne se lancent pas parce qu'ils n'osent pas. Mais dans ceux qui se lancent, il y a tous ceux qui se lancent, mais qui perdent un peu l'énergie parce que voilà, pour plein de raisons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui se lancent, qu'à la fin, il y en a peu qui restent après 2 ans, et puis après, il y en a peu qui réussissent au final, pour des raisons de marché plutôt. Et de résilience. Et d'alignement. Mais du coup, moi, j'adore chaque étape, franchement. Ça ressemble, raconte-moi juste dans l'international, si on rentre concrètement, et on peut parler de l'Europe. Pourquoi l'Europe? Et surtout, comment l'Europe? Comment on internationalise? Alors du coup, nous, depuis le début, on est internationaux. Donc, full English. Déjà full English. Bon, tout début, peut-être pas, mais parce que voilà. Mais par contre, comme on est en Belgique, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, il y a évidemment des Flamands, des francophones et même un peu des Allemands. Et il faut savoir que comme on parle jamais hyper bien la langue de l'autre, on arrive, il y en a qui la parlent très bien, mais une grande majorité la parle, on va dire, moins bien que l'anglais. Donc vous parlez un meilleur anglais que nous en France, par exemple? Un meilleur anglais, ça je pense, mais même dans... Reste tranquille. Non, mais je pense vraiment parce qu'on est champion du monde, je voulais juste te le rappeler. Voilà, tu vois, c'était une parenthèse. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, du coup, quand tu arrives dans une entreprise, même quand tu parles à un collègue, mais à un autre Belge, mais s'il est flamand, souvent, tu vas parler en anglais parce que c'est un common ground. Donc, tu es conditionné dès le départ à devoir mieux parler anglais. C'était ça, par la pluralité des langues et des cultures. Et surtout que évidemment, c'est bien mieux de parler la langue de l'autre. Donc, moi, j'essaie toujours de parler le flamand, eux essaient toujours de parler français. Mais tu as des situations un peu bucoliques, on va dire, où moi, je parle flamand, lui parle français. Voilà. Mais du coup, souvent, dans des plus grosses boîtes, tout le monde parle anglais, comme ça, il n'y a pas de question. Mais ce qui veut dire que donc, nous, évidemment, la Belgique étant un super petit marché, en fait, Day One, je dis, Pennyline était notre premier client. Moi, je connais mieux la France, je connais mieux par exemple la facturation électronique en France parce que c'est un de nos sujets qu'en Belgique. 80% de nos clients sont en France et donc Day One on était en France. Vision internationale quand même, c'est-à-dire que tu es allé en France en tant que Belge, mais ton produit, en fait tu l'as fait en anglais pour la Belgique au départ, mais ou plus ou moins, ou peut-être c'était français puis après, mais est-ce que tu avais déjà cette vision que dans 2-3 ans, vous alliez aller dans d'autres pays? Ou est-ce que c'était un heureux hasard? Non, tout à fait. En fait, mais donc là, c'est lié à notre marché, notre produit. Mais je veux dire, même donc il y a le marché et le produit, mais même en interne, dans l'organisation de la boîte, tout en anglais, tu vois. Alors que là, presque tout le monde parle français, même les Flamands parlent français, mais on a des Espagnols maintenant, etc. Et en fait, ça veut dire que si Day One, tu fais tout en anglais, tu dois pas changer ta boîte et tes processus pour internationaliser. Donc c'est important dès le début de déjà se mettre dans le mood. Toute la doc est en anglais, toute notre knowledge base est en anglais. Et nous, si tu veux, dans ce qu'on fait, les intégrations, justement, pourquoi personne ne fait ce qu'on fait en Europe, où il y en a certains qui essayent mais qui ne le font pas encore super bien. Et par contre, on a beaucoup de concurrents au UK-US. Et pourquoi? C'est parce qu'au UK-US, tu as quelques connecteurs dans une famille et c'est tout. Je veux dire, par exemple, si on reprend la compta,
pour ceux qui connaissent un peu, tu as Xero, QuickBooks, des boîtes comme ça. Mais tu en as 4, tu as 90% du marché. Ok. En Europe, la France a 10 outils, la Belgique a 10 outils, l'Italie a 10 outils, l'Espagne a D'accord. 10 Donc, outils. c'est beaucoup moins oligopolistique, quoi. Donc Ok. le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'efforts à faire de notre côté pour des marchés plus petits. Donc ça paraît moins attractif. Donc tout le monde se casse direct aux US et au UK. Et nous, on s'est dit, c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est que du coup, si on arrive à faire une API unifiée, il n'y a plus de barrière pour une société française pour aller en Belgique, au UK ou en Espagne. Si elle travaille avec nous, il n'y a plus de barrière, en tout cas dans la partie intégration. On n'arrête pas de se plaindre de dire que les US, c'est un marché de la taille de l'Europe, mais avec une seule culture, une seule devise, etc. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus, c'est, je sais pas, une trentaine de cultures. Et toi, ce que tu es en train de dire, que c'est une force pour ton business. Parce que C'est toi, une tu méga gères de la force. complexité, Ah ouais. en fait. Et Ça, c'est intéressant. plus la complexité est là, plus j'ai des barrières à l'entrée, tu vois. Ok. Et donc, on a un gros compétiteur qui s'appelle Codet au UK US. Et on est sûr, mais certain qu'il ne viendra jamais. Parce que bon, ils ont fait des tours de table où leur valo est exagéré. Et ce qui veut dire que finalement, ils n'auront plus la patience, on va dire, de pouvoir refaire des petits marchés. Et l'agilité, bien sûr. l'agilité. Alors que toi, entre-temps, Ouais. tu auras chopé toute cette... Mais même cette frame, ce process, quoi, de pouvoir développer ces Ouais. API. Mais juste pour continuer là-dessus, c'est-à-dire Ouais. que dès le début, on pensait à faire plusieurs marchés. Il y a juste que nous, on doit recréer un peu l'offre et la demande dans chaque marché. Hein. Mais donc, nos clients internationaux, on a par exemple, je sais pas, Plio qui est au Danemark, Revolut qui est au UK, ils viennent chez nous d'abord parce qu'on avait une connectivité en France. Ok. Après, ils nous disent, vous êtes gentils avec la France, mais maintenant, moi, je veux aussi les Nordiques, l'Italie, machin, machin. Donc, c'est avec nos clients qu'on arrive à aller plus loin. Mais toi, Et nos puis clients sont déjà internationaux, quoi. Et ouais, non, mais en plus, les acteurs, là, on t'a nommé, je crois, Pléo, c'est de la carte bancaire pro. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Ils sont tous très européens, en fait. Quand tu es en Europe, ils tapent Ouais. d'abord dans les autres pays frontaliers européens. Et donc, du Ouais. coup, make sense pour toi plutôt que d'aller aux US. Ça, après, on a des demandes US, mais nous, US, c'est pas du tout un focus. C'est d'abord les UK. Et en fait, les UK sont très, très similaires aux US dans ce qu'on fait. Voilà, on verra pour la suite pour les US. Mais d'abord, nous, on veut loquer tout le marché européen. Ouais. Bon, on se le refait en anglais quand on parle des US. J'ai croqué le temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai quelques questions à te poser, un Ouais. peu plus généralistes. Je vais revenir là-dessus, mais ça fait longtemps que je les ai pas posées, ces questions. Ok. Allez, rapidement. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur te rend heureux? Du coup, je dirais 10. À Sans être le mec qui veut dire à 10, c'est trop bien. C'est dur. Tu vois, franchement, il y a des moments où c'est chaud. Là, je suis parti depuis dimanche. Tu vois, j'ai dû quitter, on avait un événement de famille, je l'ai quitté en plein milieu. Quel mytho, il est content, il est pas avec ses enfants. Ouais, c'est vrai, là. je peux dormir. Non, j'ai dormi jusqu'à 8h30 ce matin, c'était incroyable. Tu vas pas me la faire, Gauthier. Non, il est mais- arrivé à une minute de retard. Non, mais tu vois, genre, je veux dire, ça, c'est. Voilà, évidemment, tu as un impact. Work-life balance, ça n'existe pas. Tu Ok. vois, c'est work à full. Et par contre, il faut trouver une harmonie là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'il y a des moments où voilà, il faut arrêter de travailler, il faut aller dans sa famille. Il faut être 100% dans chaque cas. Et moi, j'aime bien dire work-life balance, impossible. Harmonie, possible. Et donc, tant qu'on trouve cette harmonie, on peut rester dans la durée. Mais donc, j'adore. C'est ça qui. Je ne serais jamais faire autre chose. Je serai entrepreneur toute ma vie, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Du tac au tac, en revanche. Donc, Ok, réponds-moi pardon. rapidement. Et là, parce que Donc- c'était le bonheur d'avant. Et on avait Non, pas mais pris déjà. t'inquiète. Moi, Ouais. tu m'aurais fait cette question. Je sais pas répondre du Ouais. tac au tac. Ok, Je tac, tac, digresse. c'est bon. je sais. Donc, on a dit sur une échelle de 1 à 10 à quel point ton job te rend heureux. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te rend riche? Oh, là, plutôt 2. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job, tu considères, est difficile au quotidien? C'est hyper subjectif la difficulté. I know. Mets-moi un 6. Ok, c'est un podcast très subjectif Ouais. aussi, c'est le principe. Et dernière question là-dessus, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu considères dans ton job d'entrepreneur que tu es utile pour notre société? C'est pas exactement pareil que le bonheur. Ouais, exact. Je mettrais un 7-8. Ok. Et pourquoi? Parce que je suis hyper utile pour mes clients. Je suis hyper utile pour les TPE, PME, elles sont plus efficaces. Mais si tu regardes la société de manière plus générale, avec les soucis qui se passent dans le monde, est-ce que vraiment faciliter les intégrations vont rendre la planète meilleure? Pas sûr. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que je mets ça. Par Donc contre, il j'ai y a, énormément de y a valeur. des causes, ok, Ouais. tout ce qui relève de la santé. Exact. clairement. Mais du coup, là, Ok. on a moins d'impact. Par contre, pour nos clients, pour les TPE, pour la performance, full impact. Ouais. J'aimerais savoir, tu as des enfants? Ouais. Un ou deux? Ouais. Un. Quel âge? Il y a 2 ans. Bon, il est large, mais dédicace. Dans quelques années, quand il en regardera. C'est quoi ce que tu aimerais lui dire, lui, pour qu'il puisse réaliser ses ambitions professionnelles
qu'elle soit entrepreneuriale ou pas, mais en tout cas qu'il puisse vivre de sa passion. Allez. Mais je crois qu'il faut vraiment pas dire grand-chose en fait. En vrai, je pense qu'il faut se supporter. Un peu comme le truc de manager qui supporte. Je pense qu'il faut supporter. Supporter, c'est pas un bon terme, Soutenir. mais il faut soutenir. Il faut soutenir dans ses choix et évidemment guider un maximum au début, inculquer des bonnes valeurs. Mais des bonnes valeurs, c'est du respect, c'est des choses comme ça. Donc je pense que c'est assez simple. Il faut laisser faire tout en étant derrière pour soutenir les décisions. Et c'est ma dernière thématique. On va prendre 2-3 minutes là-dessus. Est-ce que tu considères qu'en Europe, on a un état d'esprit, une culture entrepreneuriale? Ça, c'est la première question. Oui ou non? Oui, je pense que beaucoup plus qu'avant. Et je pense que les hubs de demain sont en Europe, vraiment. Okay. Et si je peux juste continuer avec ça, on a un truc incroyable. Paris, Bruxelles, 1h30 d'Eurostar. Amsterdam pas loin, Francfort pas loin, Londres pas loin. Bien incroyable. Sûr. Ouais. Donc, on fait mieux qu'avant, hein, mais tu considères qu'on peut encore faire mieux ou pas? Ouais, on est qu'au début, quoi. Ok. Est-ce que donc du coup, dans la même lignée, tu considères qu'il y a des entrepreneurs qui sommeillent mais qui ne sont pas au courant de leur potentiel? Je pense que c'est rare le mec qui se dit je suis entrepreneur, je sais. Il faut un peu rester humble. Non, ça sommeille d'office. Okay. Et je pense que les nouvelles technologies aussi vont réveiller pas mal d'entrepreneurs. L'accès à l'entrepreneuriat a diminué. Enfin, on va dire la barrière pour rentrer dans l'entrepreneuriat a diminué. Donc l'accès a augmenté. Ouais, c'est ça. La facilité d'accès. La possibilité de vite lancer quelque chose, de vite tester. Tu vois, avant, pour faire un mock sur une plateforme, tu devais quand même avoir un développeur. Maintenant, tu as Lovable, je veux dire. Bien sûr. Donc, ouais, tu peux bien plus entreprendre. Et c'est ma dernière question. Si on a plus d'entrepreneurs qui sommeillent, qu'on a des infras qui existent aujourd'hui et qu'on a, on peut le dire avec la tech, un côté peut-être un peu sexy, qu'est-ce qui manque à des personnes qui sont encore un peu frileuses? Et quand je dis qu'il manque, ça peut être la société, ça peut être à l'école, dans le cadre éducatif, mais qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir se permettre de se lancer et d'apprendre de cette expérience? Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais au moins ils n'auront pas de regrets. Qu'est-ce qui leur manque? Je pense qu'il y a déjà tout en termes d'accompagnement. Il y a plein de structures, tu vois, il y a du financement, même, comme on disait, le chômage entrepreneur, etc. Je pense qu'il manque juste la figure qui t'inspire pour te lancer. Tu vois, c'est-à-dire que ça peut être simplement, comme tu disais, ton père, ta mère, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que la personne qui hésite trouve la personne où il va se dire tiens, je m'identifie, je veux y aller, juste pour faire la première étape. Il ne faut pas réfléchir assez difficile, une boîte, machin. C'est avoir une perspective et se projeter. C'est un pied devant l'autre. Ok, est-ce que j'ai ma petite braise où on peut être à 2-3 autour en se disant il y a un truc à faire? Cette petite braise, on continue, ça devient un grand feu. Toi. Mais il faut aller petite étape par petite étape. Et pour ça, avoir quelqu'un qui guide un petit peu, qui est on va pas dire ton coach, mais tu vois, un mec en qui tu as confiance et que tu considères, que tu admires presque, j'ai envie de dire, tu vois, ça, je pense que ça aide. Ouais. Je le dis à mes auditeurs, ils vont croire qu'on prépare et que tu vas que dans bon sens sur, en tout cas, ma mission avec ce podcast. Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de savoir comment. On n'a même pas besoin qu'on nous dise que c'est possible. On veut juste voir des gens qui l'ont fait et sans s'en rendre compte, s'identifier à eux. Et d'ailleurs, tu l'as dit, le plus important, je pense, c'est se projeter et se lancer. Après, tu l'as quand même dit aussi, l'entourage, très important. Et je l'ai encore entendu récemment et on me l'a dit. D'aller recontacter des gens auprès de qui je sens que ça m'apporte énormément de réflexion et de confiance. Donc entourez-vous bien, les amis, et un grand merci, Gauthier. Et les gars, allez-y, quoi. Il faut pas attendre, il faut se lancer, quoi. Bougez votre cul. Ouais. Moi, j'aime bien terminer là-dessus, tu vois. Je dis un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, mais je vais te laisser le mot de la fin et je te dis d'ores et déjà un grand merci pour ce podcast. Écoute, merci beaucoup à toi pour ce podcast et d'avoir pu partager un petit peu mon histoire. Et simplement, en restant très humble, on a fait un tout petit truc ici, c'est que le début. Mais donc, je pense que chacun peut arriver à faire quelque chose, peu importe la taille, et qu'il faut se donner une deadline. Moi, c'était par exemple mes 30 ans. Vous écoutez ce podcast, tu as envie de te lancer, c'est cette année, quoi. Cette année, fin d'année arrive, il te reste un trimestre. Même si l'idée est une mauvaise idée au final, c'est pas grave, tu auras essayé, tu auras mis les pieds à l'étrier et la seconde sera la bonne peut-être. Mais il faut y aller. J'ai lu ça récemment. Moi, je parle beaucoup de rêves, mais de l'ambition sans action, ça reste un rêve inachevé. Donc, je trouve ça tellement smart de ta part de dire mettez-vous des deadlines. C'est quand tu te mets un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête que si tu n'as pas envie de le faire et que tu procrastines, peut-être que tu n'es pas aligné et ça reste une bonne réponse dans ton avancement. Gauthier, merci. Écoute, avec plaisir. Bon week-end. Et puis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, Salut. ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.